Sujet qui revient constamment, il s'agit du comportement. Quel est le comportement que l'on a dans son entreprise? Quel est le regard qu'on porte sur ses collaborateurs et sur leur travail? Et donc, ce comportement directement lié naturellement au cerveau. Et le cerveau, c'est une question de neurosciences. Lorsqu'on arrive chez les mammifères et les primates, il y a un ensemble de corrélations extrêmement importantes sur leur mode de vie. Après ça, donc, une vie sociale avec donc des capacités cognitives très développées et des aptitudes liées à l'empathie, la sympathie, les relations sociales et aussi des cultures. Vous êtes deux parents placides, famille très paisible, et vous avez décidé de faire recours à la PMA et vous mettez un œuf fécondé dans l'utérus d'une maman qui est hyper stressée pour des raisons X ou Y. Et cet enfant qui naîtra aura des fortes chances d'avoir des soucis dans l'adaptation à l'adversité, au changement, etc. Donc, sur le fait que qualité de vie au travail, pourquoi il y a peut-être autant de souffrance parfois dans les entreprises, mais pas que. Je travaille avec le ministère sur l'éducation et on a les mêmes problèmes de démotivation, par exemple, dans les classes, dans les écoles. Avec un objectif assez clair qui était de dire... Vous devez gagner 10% de coûts horaires. Eh bien, on va peut-être reformuler cet objectif et on va le rendre un peu plus fun. On va dire, OK, gagner en compétitivité, certes, mais en renforçant l'engagement des collaborateurs. Et de là, une grande histoire a démarré. Renforcer l'engagement des collaborateurs quand il faut faire plus avec moins. OK. Et là, on a croisé le chemin du rugby. Et finalement, on a découvert des choses avec ce rugby. On a découvert tout d'abord l'histoire. Une histoire qui était à la base portée sur le développement des comportements pour aller chercher pour aller chercher et développer l'élite à une certaine époque. Et donc, tout a été construit en ce sens. Et donc, il y a quelque chose de très fort et très intelligent qui, dans notre société actuelle, peut être réutilisé pour aller chercher les bons leviers au sein de l'entreprise. Donc oui, rapidement, juste vous partager l'expérience que j'ai au sein d'MSF. Je suis arrivé il y a 11 ans, je sortais de l'IUT, donc pas d'expérience. Depuis 5 ans, je suis manager, mais comme l'a dit Gersand, finalement beaucoup plus encourageur. Et ça a vraiment tout changé au final dans mon quotidien. Donc on a toujours l'impression d'être épaulé et d'être porté par l'équipe. En fait, c'est ça. On va faire la musique cadence. La fumée, top. En concorde, top. Devant rassemblement cap 100, 3000 pieds, 3-0. Devant rassemblement cap 100, 3000 pieds, 2-6 vers 3-0. Sortie. Tourne encore. Quand on part dans un avion, c'est pas comme quand on regarde le film Top Gun où en fait le pilote il prend son avion comme il prendrait sa moto. En fait, on ne voit jamais préparer sa mission alors que c'est pas possible. Clairement, au premier imprévu qui va intervenir, on va vite saturer psychologiquement parce qu'encore une fois, c'est pas du tout naturel pour l'homme de voler. Je suis arrivé à Paris il y a de ça 4 ans pour créer une société de conseil. Et en plus, dans la finance. Donc, j'ai fait l'exercice avec Concerso, avec ERS, où j'ai en gros confronté toute une partie de mes employés, enfin de mes collègues, pardon, leaders ou moins leaders, par des types d'interviews sur, sur leurs attentes, ce qu'ils voulaient et sur comment est-ce qu'on peut grandir ensemble. Et là, j'ai été extrêmement surpris de voir que des personnes que je trouvais relativement amorphes et très peu motivés à part travailler, avait quelque chose de beaucoup plus profond qui était profondément caché. Et donc, et qu'ils avaient tous pour grande partie en tout cas, un esprit entrepreneurial que je recherchais depuis que j'étais là. Il m'a quand même fallu 2 ans. Hein. Bon, je suis belge, mais quand même pas si lent, mais enfin quand même. Et donc voilà, donc on a continué à faire ces interviews et voilà, et au fur et à mesure, on a tiré certaines conclusions par rapport aux formations, les collages et le côté mentor et équipe que tout le monde recherchait. Etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment les pratiques vont avoir un impact sur la perception des salariés, sur leurs attitudes.
et in fine sur la performance financière de l'entreprise. L'évaluation chez Great Place to Work, comment ça se passe? Alors, d'un côté, vous avez un culture audit, qui est un audit des pratiques RH. Donc, on va observer chez Great Place to Work différents leviers d'action. Quand vous regardez les graphiques présentés par les chercheurs, donc qui montrent vraiment la performance de leur portfolio, on voit un réel écart en 2008. C'est-à-dire que la plupart des sociétés Great Place to Work n'ont presque pas été impactées par la crise. Donc, cela amène à réfléchir sur la performance. Un de nos sujets aujourd'hui, c'est celui de la charge cognitive, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, en fait, nos salariés sont dans une culture un peu du zapping, le mail, le portable, WhatsApp, le micro-ordinateur ouvert, le téléphone. Et tout ça change les modes de travail, ne favorise pas la concentration. Par exemple, on sait que l'intelligence artificielle, quelque part, ça va bousculer le management. On peut même imaginer après-demain avoir des managers qui managent des salariés et des robots. On peut l'imaginer. Pour faire le lien avec le sujet des neurosciences, puisque le fil rouge, c'est les neurosciences. C'est ça. Et j'ai envie de reprendre ce qui a été dit ce matin. Là, on essaye de passer alors je sais pas quelle était la race de singe, du macaque, c'est ça, oui, au chimpanzé. On essaye de mettre en place une organisation plutôt de type organisation chimpanzé qui laisse la place à l'initiative, qui laisse la place à l'engagement individuel et au travail sur le collectif. Et là, en matière de neurosciences, vous êtes en train de favoriser la sécrétion de dopamine et de sérotonine, les hormones du bonheur. Par rapport à notre sujet des neurosciences, ce qui ressort aussi, c'est une compréhension que notre performance maximale est atteinte quand on a un alignement complet. Et on a parlé de tête et de cœur, mais c'est la tête, le cœur et le corps. Donc la méthode, c'est en fait de ne pas avoir vraiment de méthode, quoi. La méthode, c'est d'être vraiment à l'écoute des besoins. Et quand il y a une appétence pour quelque chose, c'est comme de saisir la vague et de se dire on y va. Donc ça peut être de la méditation, ça peut être du yoga, ça peut être des échauffements pour commencer sa journée de travail, ça peut prendre des formes vraiment très très différentes, y compris des engagements un petit peu plus en dehors du cadre professionnel sur la contribution à des causes nobles comme lutter contre la faim. Les initiatives personnelles sont écoutées, sont éventuellement appliquées par eux-mêmes, par d'autres. Comment ça se passe tout ça? Alors, un des grands principes chez nous, c'est que un manager, on estime qu'un manager ne peut pas, un chef d'établissement, ne peut pas manager au-dessus de 400-450 personnes. Et on parlait de mixité, il y a des bacs plus 5 qui sont des directeurs régionaux, il y a des bacs moins 5 aussi, et ça permet d'avoir tous, on ne vient pas tous de la même école, donc, et de bénéficier de ce qu'il a appris. Parce qu'on n'est pas fonctionnaire, on n'est pas dans le privé, on est à la frontière des deux et on a des résultats à atteindre qui sont importants sur la gestion du risque, sur la qualité de service, etc. Et finalement, l'idée est très simple, dont on parle depuis ce matin, c'est libérer les énergies des gens. C'est pas faire l'entreprise libérée, parce que l'entreprise libérée, des fois, c'est peut-être un peu radical comme méthode, surtout d'un service public, c'est de libérer l'énergie des gens. Et pour libérer l'énergie des gens, sur quoi je me suis appuyé? Sur les neurosciences, sur les études qui ont été faites, comme par Philippe Stoner, sur les peuples premiers, sur comment fonctionne un enfant, par exemple, tout simplement. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à l'éducation nationale pour que ça marche? Et on est parti là-dessus. Alors les outils, parce qu'une fois qu'il y a eu ces principes, donc ces leviers, comment on fait? Eh bien, on a commencé, alors je passe par l'acculturation, parce qu'on fait venir des conférenciers régulièrement, etc. L'idée, c'était de s'ouvrir sur le monde extérieur. Que les gens de la Caisse des Yvelines voient d'autres conférenciers qui parlent de la génération Y, du numérique demain, de l'intelligence artificielle, que sais-je encore, des personnalités difficiles, etc. La sollicitude de son territoire, c'est la famille. Pourquoi c'est la famille? Parce que dans la famille, il n'y a qu'une seule personne. Alors, les gens vont me dire, mais c'est qui dans la famille, la personne? C'est le père si on est machiste, c'est la mère si on est féministe, c'est l'enfant si on porte un culte à l'enfance. Aucun de tout ça. Dans la famille, la seule personne, c'est la famille.
C'est-à-dire que dans la famille, je n'existe plus comme moi, comme individu. Et donc l'ambiguïté du mot gentil en français vient de là. D'un côté, en latin, ça veut dire le noble, celui qui est bien né, et de l'autre côté, en chrétien, ça désigne le mécréant, celui qu'il faut convertir à la gentillesse. Dans nos sociétés matérialistes, on a tendance à aller vers les outils. Or, on l'a bien compris depuis le départ, et c'est ce que montrent un petit peu les neurosciences aujourd'hui, c'est que c'est pas une question d'outils, le management. C'est surtout une question d'évolution de posture. Et puis, on en a parlé aussi pas mal, respecter les rythmes biologiques, favoriser les temps de pause. Dans nos sociétés où on est hyper connecté en permanence, il y a quelque chose que je vois émerger depuis 1 an et demi ou 2 ans de manière dramatique, quel que soit le niveau d'instruction, le niveau de la hiérarchie, l'âge, la CSP ou les milieux dans lesquels j'interviens. C'est une problématique liée au sommeil. On n'arrive plus à dormir, on n'arrive plus à récupérer. Cette notion de co-responsabilité, elle nous concerne aussi, nous, êtres humains. On a besoin de tout le monde dans notre cercle à nous. Et nous, aujourd'hui, dans nos entreprises, on a besoin de ces sociétés traditionnelles qui ont gardé cette sagesse. Comment est-ce qu'on peut faire pour les respecter et pour les intégrer dans notre cercle global d'êtres humains? Et merci les neurosciences de nous permettre de redécouvrir cette sagesse. Et puis merci à tous pour votre attention et votre participation. Bonsoir.